D'abord, dire pour rassurer un peu qu'à bien des égards, les robots conversationnels, l'intelligence générative, ChatGPT, mais aussi les autres robots de ce type qui existent, peuvent être considérés comme un prolongement de quelque chose qui est très ancien, depuis Sapiens Sapiens, qui est l'externalisation de la mémoire. Voilà. Les humains ont eu besoin depuis longtemps d'externaliser la mémoire, leur mémoire, parce que leur impôt cognitif n'est pas suffisant et qu'on ne va pas garder dans sa tête la totalité de ce qu'on veut retenir. Alors, externaliser la mémoire, ça se passe à travers les premiers tâtonnements de l'écriture. Vous savez que les premiers écrits sont des listes, les premiers écrits sont des outils de comptabilité, parce qu'on ne pouvait pas tout garder en tête. Ensuite, il y a eu le parchemin, ensuite le livre, les bibliothèques qui sont une grande externalisation de la mémoire, puis le cinéma, d'autres médias, Internet bien sûr, et aujourd'hui ChatGPT. La mémoire de ChatGPT est considérable. Je crois que la base de données de ChatGPT, c'est presque 200 000 fois la Bible. C'est considérable et en même temps, c'est pas aussi considérable qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est considérable et cela s'enrichit au fur et à mesure à partir des interrogations de ceux et celles qui le consultent. Alors donc, ne nous affolons peut-être pas trop vite. Les humains ont toujours cherché à garder en mémoire une série de choses qu'ils ne peuvent pas garder dans leur tête pour pouvoir puiser dans cette mémoire de quoi nourrir leur intelligence, leur réflexion et leurs décisions. Si c'est ça l'intelligence artificielle, c'est un progrès qui peut être considéré comme salutaire. Alors en même temps, il y a des ruptures avec cette intelligence artificielle. La première rupture, c'est introduite par le numérique, c'est la rupture entre l'information et le support. Dans le livre, l'information est sur le support. Et quand j'ai le support, j'ai l'information. Avec le numérique, l'information n'est pas sur le support. L'information est quelque part. Elle est dans un gigantesque nuage, dans un gigantesque serveur. En réalité, le mot nuage est un de ces mots qui nous trompent, qui nous font imaginer que l'intelligence artificielle est en quelque sorte virtuelle, que c'est de l'air. Non, non, c'est des serveurs matériels et concrets qui consomment beaucoup d'énergie, qu'il faut refroidir, avec des gens qui travaillent et qui alimentent tout ça. Donc, cette information, cette masse d'informations, elle est à l'intérieur d'un gigantesque serveur. Et nous avons le support. Le support, c'est notre écran, notre ordinateur que nous interrogeons. Alors ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, elle est quantitative, évidemment. C'est la rapidité avec laquelle ces robots conversationnels nous répondent. Ils sont outillés grâce à un système qu'on appelle d'occurrence statistique, c'est-à-dire qu'on calcule. En fait, c'est un calculateur de mots, le robot conversationnel, qui démultiplie à l'infini ce qui se passe quand nous écrivons un texto sur notre téléphone. Si vous écrivez un texto sur votre téléphone, il anticipe à partir de vos précédents usages ce que vous allez dire après et il vous propose des mots. Eh bien, ce système est démultiplié à l'infini. Et quand vous interrogez ChatGPT ou un autre robot conversationnel, eh bien, il va statistiquement vous proposer ce qui est la moyenne. Le terme de moyenne est malvenu, mais on va le considérer pour le moment comme acceptable, la moyenne de ce qui figure dans la base de données. Alors, le plus fantastique, bien sûr, c'est quand on travaille avec des élèves, c'est la rapidité extraordinaire avec laquelle ce texte nous arrive. Rapidité extraordinaire. Et pour moi, c'est le premier objet d'interrogation. L'intelligence artificielle tue le temps. Elle est dans l'immédiateté, elle cultive l'immédiateté, elle nous donne le sentiment que les choses nous arrivent tout de suite, comme ça, et qu'on n'a pas besoin de les construire. Donc, elles peuvent laisser entendre qu'en réalité, le savoir humain est un donné composé de choses éternelles et immuables qui ne sont pas construites et qui arrivent immédiatement. Première difficulté. Deuxième difficulté, je pense que tous ceux qui ont essayé l'intelligence artificielle l'ont repéré, le robot à la fois se fait passer pour une personne et explique toujours qu'il n'en est pas une. Hein. Il se fait passer pour une personne, c'est-à-dire qu'il parle avec vous comme s'il était une personne et cela produit des effets. Il y a une célèbre recherche aux États-Unis sur ce qu'on appelle l'effet ELISA, hein, qui montre que plus le robot se fait passer pour une personne, plus vous lui faites confiance et plus vous entretenez avec lui des relations de confiance et plus vous crédibilisez sa parole. Donc il se fait passer pour une personne et en même temps, bien sûr,
il n'est pas une personne. Il vous le dit d'ailleurs. Quand vous lui posez des questions un tout petit peu techniques ou complexes, il vous dit mais là je peux pas. Et quand vous lui posez des questions sur des valeurs en particulier, il renacle très fortement en disant que ça n'est pas de sa compétence. Mais néanmoins, il y a cette ambiguïté, et je pense qu'un des premiers enjeux, c'est refuser d'anthropomorphiser cette intelligence artificielle. Accepter que c'est une machine, qu'elle est régie par des règles, qu'il y a des algorithmes, que c'est très complexe, qu'elle se nourrit elle-même des données qu'on lui donne, mais ça reste une machine. C'est pas parce qu'elle se fait passer pour une personne qu'elle est une personne. La deuxième chose, la troisième chose plus exactement qui me frappe avec cela, et c'est peut-être là la réponse la plus directe à votre question, c'est que dans un cadre scolaire en particulier, et je vais reprendre là une expression que j'avais utilisée il y a un an et demi, 2 ans, au moment de l'émergence de ChatGPT, j'ai le sentiment que le danger majeur, c'est elle risque de combler le désir de savoir, mais de tuer le désir d'apprendre. Alors combler le désir de savoir parce que en quelques secondes, elle vous donne quelque chose qui est apparemment cohérent, intelligent, construit et qui repose sur des données à peu près fiables. Mais vous savez, après, faut-il encore que vous vous avanciez, que vous cherchiez? Faut-il ne pas s'en tenir à cela? Et là, il y a quelque chose de très fort, moi je crois que, et qui interroge l'avenir de l'enseignement, qui interroge le rôle du professeur. Est-ce que le rôle du professeur consiste à combler le désir de savoir? Si c'est le cas, je pense qu'il sera battu par l'intelligence artificielle. Est-ce que le rôle du professeur, c'est de susciter le désir d'apprendre, c'est-à-dire de créer de l'interrogation, du questionnement, d'aller toujours plus loin dans la recherche de la vérité, sans s'arrêter jamais à une vérité définitive? Alors là, je crois que le professeur redevient, ou il devient, ou il reste, une personne fondamentale dans l'accompagnement de l'intelligence. Donc oui, une machine qui peut être utile, on peut l'utiliser, on en reparlera, vous en reparlerez lors des prochains webinaires, mais une machine qu'il faut laisser à sa place, une machine qui, à mon avis, ne peut pas remplacer un enseignant, ne peut pas remplacer ce personnage qu'est le professeur ou la professeure, ce personnage qui est en lui-même, de par sa parole, un appel au partage des savoirs, au partage collectif des savoirs, et surtout un appel à l'approfondissement de ces savoirs, à l'enquête, à la recherche, à l'investigation, qui ne s'en tient jamais à la certitude. Pour moi, mais pour vous aussi, je pense, comme professeur de philosophie, il y a quelque chose de vraiment mortifère dans notre époque, c'est qu'on se tue à coups de certitude. Eh bien, je pense qu'il faut éviter de faire de ces robots conversationnels des outils qui nous renforceraient dans nos certitudes. Il faut les utiliser pour susciter toujours plus de questionnements, d'interrogations. Et il faut même que la personne, à la fois du professeur et de l'élève, se retrouve valorisée, qu'elle se retrouve encore plus face à la fois à ses responsabilités et sa spécificité d'une certaine manière, face à des outils qui nous fournissent du kilomètre de texte, qui n'est pas ni du savoir, ni de la connaissance, ni a fortiori de l'intelligence, mais on en reparlera.